Cet hiver-là s'abattit sur le palais du grand-duc comme une sentence prononcée par quelque tribunal impitoyable, tout en vent hurlant et en glace qui rampait le long des anciens couloirs de pierre, tels des doigts cherchant une chaleur à éteindre. Dans les recoins les plus profonds des quartiers des serviteurs, où le froid s'installait le plus lourdement et où la lueur des lampes luttait contre une ombre perpétuelle, il existait une petite chambre que la plupart du personnel du palais évitait, la bottière, comme il l'appelait, bien que sa fonction officielle eût été depuis longtemps oubliée, sous des couches de négligence, et la tâche particulière à laquelle elle servait désormais. C'est là qu'Elara se retrouva le premier jour de son 16e hiver. Jeune servante aux mains déjà rendues rudes par le travail et aux yeux qui contenaient à la fois de la méfiance et une sorte d'espoir obstiné que la pauvreté n'avait pas encore réussi à éteindre. La gouvernante en chef, une femme dont le visage semblait taillé dans la même pierre grise que les murs du palais, lui avait donné ses instructions d'un ton sec. « Vous vous occuperez des bottes de son Altesse. Il les laisse à l'aube. Elles doivent être nettoyées et cirées avant la tombée de la nuit. Vous ne parlerez à personne de ce que vous y verrez. Vous ne poserez aucune question. Vous accomplirez cette tâche jusqu'à ce que vous en soyez démise, ou démise de vos fonctions entièrement. » Les yeux de la femme avaient contenu un étrange mélange de pitié et d'avertissement, comme si Elara s'était vue confier non seulement une tâche, mais une sorte d'épreuve dont elle ne pouvait encore comprendre la nature. Les chuchotements lui étaient parvenus, bien sûr. Les ragots des serviteurs parcouraient le palais comme la fumée à travers les fissures, impossibles à contenir. Le duc, disaient-ils, était revenu de la guerre 3 ans plus tôt, portant un masque d'argent qu'il n'enlevait jamais, son visage si hideusement défiguré que même les soldats endurcis au combat s'en étaient détournés d'horreur. Il parcourait les couloirs du palais comme un fantôme, disait-il, ne parlant que lorsque la nécessité l'exigeait, refusant toute compagnie, rejetant toute tentative de grâce sociale ou d'engagement courtois. Certains prétendaient que ces cicatrices étaient une punition pour des atrocités de guerre. D'autres murmuraient qu'un feu ennemi maudit l'avait marqué aussi sûrement que n'importe quel fer rouge. Elara ne l'avait vu qu'une seule fois, de loin, une haute silhouette en noir se déplaçant dans le couloir est, le masque d'argent captant la lueur des lampes comme une seconde lune, froide et distante et absolument seule. Quand les bottes arrivèrent ce premier matin, laissées devant la porte de la bottière comme promis, elle resta un long moment devant elle avant de les toucher, le cœur battant d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. C'étaient d'énormes choses, de cuir noir balafré et éraflé, couvertes d'une boue qui avait gelé durant le voyage nocturne d'où que le duc soit venu. Mais ce n'était pas la boue qui faisait trembler ses mains lorsqu'elle les souleva. C'étaient les taches sombres qu'elle ne connaissait que trop bien. La preuve brunrouille du sang qui avait imbibé le cuir et y avait séché, racontant des histoires qu'elle n'était pas certaine de vouloir lire. Les bottes étaient lourdes dans ses bras, lourdes de bien plus que leur simple poids, et tandis qu'elle les portait à l'établi et les déposait sous la lueur de la lampe, elle comprit avec une clarté qui l'effraya qu'on lui avait confié non seulement des bottes à nettoyer, mais des fragments d'une vie à observer, des morceaux d'une âme qu'on lui avait confiée pour qu'elle en prenne soin, bien que personne n'eût expliqué pourquoi cette tâche particulière lui était échue, à elle, parmi tous les serviteurs de ce vaste et chuchotant palais. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Le rituel s'instaura avec la tranquille inévitabilité de la neige d'hiver s'accumulant sur les rebords des fenêtres, chaque jour ajoutant une nouvelle couche à ce qui deviendrait, bien qu'Elara ne le sût pas encore, le fondement de quelque chose de bien plus significatif qu'un simple devoir. Elle se levait avant l'aube,
quand le palais sommeillait encore sous ses couvertures d'obscurité et de froid, et se frayait un chemin à travers des couloirs, éclairés par des bougies vacillantes, jusqu'à la bottière, où les bottes du duc l'attendaient comme de sombres sentinelles devant sa porte, revenues de quelque voyage nocturne qu'il avait réclamé la nuit précédente. Elle apprit à les lire, comme d'autres auraient pu lire, de la correspondance ou des registres, notant les schémas qui émergeaient chaque semaine passée. Certains matins, la boue était noire et profonde, parlant de chevaucher à travers la forêt où la terre ne séchait jamais complètement, même sous l'emprise de l'hiver, et elle l'imaginait chevauchant à vive allure sous des branches nues, cherchant dans cette obscurité quelque chose que le palais ne pouvait lui fournir. D'autres jours apportaient de l'argile rouge des collines du sud, suggérant des visites à la garnison militaire où il avait jadis commandé, et ces matins-là, les bottes se portaient différemment, pensait-elle, avec un poids qui n'était pas seulement physique, mais quelque chose de plus proche d'un souvenir rendu tangible. Le sang devint moins fréquent au fil des semaines, passant des taches brun-rouille de sa première rencontre à des éclaboussures occasionnelles qui auraient pu être les siennes, suite à une chute ou à la blessure d'un cheval, et elle prit cela comme un bon signe, une preuve de guérison, ou du moins d'un homme moins déterminé à courtiser le danger aux heures de la nuit. Elle développa son propre rituel pour le nettoyage, détachant la boue avec des brosses douces avant d'appliquer le savon de sel en mouvements circulaires qui devenaient presque méditatifs, puis l'application soignée de l'huile pour garder le cuir souple, et enfin le cirage qui faisait naître un éclat qu'elle savait qu'il ne remarquerait jamais, mais qui satisfaisait quelque chose dans sa propre âme, un désir de donner le meilleur d'elle-même à cette tâche, même si elle n'était pas reconnue. Le duc lui-même apparaissait chaque soir vers le crépuscule pour les récupérer, ne variant jamais son heure de plus d'un quart d'heure, sa haute silhouette emplissant l'embrasure de la porte d'une manière qui rendait la petite pièce encore plus petite, le masque d'argent captant la lueur de la lampe et la renvoyant en fragments froids qui n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux. Leurs échanges durant ces premiers mois étaient brefs jusqu'à la concision. Il hochait la tête, elle faisait la révérence, il prenait les bottes du support où elle les laissait, et il repartait, la rencontre entière consommant peut-être 30 secondes d'un temps qui, néanmoins, laissait son cœur battre plus vite pour des raisons qu'elle n'aurait pu articuler, même à elle-même. Mais elle remarquait des choses, de petits détails qui s'accumulaient comme la neige dehors. Ses mains, sans gants lorsqu'il tendait le bras pour prendre les bottes, avaient de longs doigts et portaient leurs propres cicatrices, les mains d'un homme qui avait tenu à la fois la plume et l'épée et connaissait le poids de chacune. La façon dont il s'arrêtait parfois sur le seuil, juste un instant, comme s'il désirait parler mais ne trouvait ni les mots ni la justification pour les adresser à une servante dont il n'avait jamais demandé le nom. Et une fois, vers la fin de ce premier hiver, alors que la lumière commençait à s'attarder quelques minutes de plus chaque soir, il lui avait accordé le plus petit des hochements de tête, non pas la reconnaissance convenue de sa révérence, mais autre chose, quelque chose qui portait le fantôme de la reconnaissance, de la voir non seulement comme la fille qui nettoyait ses bottes, mais comme une personne qui accomplissait ce service, et elle avait emporté ce signe avec elle comme une flamme de bougie protégée au creux de ses paumes, s'en réchauffant durant les semaines froides restantes jusqu'à ce que le printemps arrive enfin et que la glace commence, enfin, à se briser. Le printemps arriva avec la grâce réticente de quelque chose de longtemps emprisonné, à qui l'on accordait enfin sa liberté, la glace se retirant des terres du palais en une lente défaite, révélant une terre qui semblait avoir oublié la signification de la chaleur et devait maintenant la réapprendre progressivement, jour après précieux jour. L'activité de la bottière changea avec la saison. Moins de boue, plus de poussière des routes sèches, le cuir portant des traces de pollen et les pétales écrasés des premières fleurs,
là où le cheval du duc l'avait transporté à travers des prairies en éveil plutôt que des forêts gelées, et Elara se trouva reconnaissante de cette preuve de voyage plus doux, d'un homme cherchant peut-être la beauté plutôt que la simple évasion. L'arrangement se poursuivit comme il l'avait fait tout l'hiver, l'échange quotidien de bottes souillées contre des bottes propres, les brèves rencontres du soir qui consistaient plus en silence qu'en paroles, mais le silence lui-même était devenu une sorte de langage entre eux, confortable à sa manière muette. Mais le printemps apporta aussi d'autres choses. Portés par les mêmes vents qui dispersaient les dernières prises de l'hiver, des ragots qui fleurissaient dans les quartiers des serviteurs aussi sûrement que les crocus dans le jardin, des conversations chuchotées qu'Elara ne pouvait s'empêcher d'entendre lorsqu'elle prenait ses repas à la cuisine ou traversait les couloirs pour se rendre à sa chambre. L'isolement du duc était devenu légendaire, disait-il, son refus d'assister aux fonctions de la cour étant maintenant une source d'embarras pour le roi lui-même, et il y avait aussi des histoires plus sombres, des récits de la princesse Katharina, qui avait été amenée d'un royaume voisin 3 étés plus tôt, fiancée au duc avant que la guerre n'emporte son visage, avec tant d'autres choses. Elle avait été belle, disait-il, une créature de soleil et de rire, et elle avait essayé, oh combien elle avait essayé, de voir au-delà du masque d'argent l'homme qui se trouvait en dessous. Mais quand il s'était finalement révélé à elle dans l'intimité des jardins à la française, elle avait crié, disait-il, crié, et s'était enfuie vers le royaume de son père cette nuit-là même, rompant les fiançailles et ne laissant derrière elle qu'une lettre d'excuse si formelle qu'elle aurait aussi bien pu être écrite par des diplomates plutôt que par une femme qui venait de briser ce qui restait de l'espoir d'un homme blessé. « Monstre, elle l'a appelé !» chuchota la fille de cuisine au marmiton pendant qu'Elara feignait de ne pas écouter, ses mains occupées par son propre repas simple. Elle a dit que son visage était le jugement de Dieu sur lui pour les péchés qu'il a commis à la guerre, qu'elle ne pouvait supporter de le regarder, et encore moins. Et ici, la voix de la fille de cuisine baissa jusqu'à un sifflement qu'Elara dut tendre l'oreille pour entendre, et encore moins partager son lit et porter ses enfants. Le marmiton avait ri, un son cruel qui fit que les doigts d'Elara se resserrèrent sur sa cuillère. On ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas? On dit que la moitié de son visage est fondue comme de la cire de bougie, qu'on peut voir l'os à travers les cicatrices. C'est alors qu'Elara se surprit à parler, étonnée elle-même par la fermeté de sa voix. « Vous parlez de choses dont vous ne savez rien, » dit-elle doucement, et la cuisine devint silencieuse, tous les yeux se tournant vers elle, l'étrange fille de la bottière qui se joignait rarement à leur conversation. Son Altesse est un homme, pas un monstre, et quoi que son visage puisse porter, il porte les marques du service rendu à ce royaume, pas un jugement sur lui. Le chef cuisinier avait ri, un son comme du gravier qui bouge. Écoutez notre petite cireuse de bottes qui défend le duc. Et qu'est-ce que tu en saurais, toi? Tu t'occupes de ses bottes, pas de son cœur. Elara sentit son visage rougir, mais tint bon. Je sais qu'un homme qui prend soin d'essuyer ses bottes avant de les laisser, qui les ramène au même endroit chaque soir, qui ne m'a jamais parlé durement malgré la douleur qu'il porte, un tel homme mérite mieux que d'être appelé un monstre par ceux qui n'ont jamais fait plus qu'entrevoir son ombre dans un couloir. Le ridicule qui suivit l'avait piqué, les autres serviteurs faisant des blagues sur le fait qu'elle défendait son prince des bottes, suggérant avec un humour grossier qu'elle nourrissait peut-être des aspirations au-dessus de sa condition, mais elle l'avait supporté en silence et était retournée à la bottière où au moins le travail était honnête, et les bottes racontaient des histoires plus vraies que les ragots ne le pourraient jamais. C'est 2 jours plus tard qu'elle la trouva, une unique pièce d'argent placée soigneusement sur le support à bottes,
en équilibre sur la tranche de sorte qu'elle captait la lueur de la lampe et envoyait de petits frissons de lumière sur les murs de pierre. Ce n'était pas un paiement, car son salaire lui parvenait par l'intermédiaire de la gouvernante en chef de la manière habituelle, et la pièce valait bien trop pour un simple pourboire. Elle la ramassa avec des doigts tremblants et comprit ce que c'était. Une reconnaissance, peut-être même de la gratitude, une façon de dire sans mots qu'il savait qu'elle l'avait défendu, que son petit acte de loyauté dans la cuisine était d'une manière ou d'une autre parvenu à ses oreilles à travers le réseau invisible de chuchotements et de rapports du palais. Elle aurait dû la dépenser, aurait dû l'ajouter aux maigres économies qu'elle gardait cachées dans sa chambre pour des besoins futurs. Mais au lieu de cela, elle l'enfila sur un bout de ruban et la porta sous sa robe, où elle reposait contre son cœur, un talisman secret de connexion avec un homme dont elle n'avait jamais vu le visage, mais dont elle commençait, pièce par pièce, à comprendre l'âme. Le deuxième hiver arriva avec une vengeance qui faisait paraître le premier comme une simple répétition pour le vrai froid. Celui qui s'insinuait à travers les murs de pierre et s'installait dans les eaux, qui transformait le souffle en brouillard et faisait de chaque matin une bataille contre le désir de rester sous les quelques fines couvertures que l'on possédait, et avec lui vint un changement dans les bottes du duc qui troubla Elara d'une manière qu'elle ne pouvait tout à fait nommer, mais qu'elle ressentait néanmoins comme un poids sur sa poitrine lorsqu'elle les soulevait chaque aube. La boue était plus sombre maintenant, plus noire, portant l'odeur d'endroits où l'eau stagnait et croupissait, où la terre avait été retournée par des sabots dans un passage frénétique, et le sang revint avec une fréquence qui parlait de violence, ou du moins de danger courtisé avec une intention délibérée. Non pas la tâche occasionnelle de l'année précédente, mais des traînées et des éclaboussures qu'il lui fallait parfois 1 heure pour faire disparaître du grain du cuir. Elle s'inquiétait, bien qu'elle n'eût aucun droit de s'inquiéter, aucune prétention sur sa sécurité ou ses choix. Pourtant, l'inquiétude persistait comme une fièvre légère, la tenant éveillée certaines nuits, alors qu'elle se demandait ce qui le poussait dans une telle obscurité, quelle douleur ou quelle fureur l'envoyait chevaucher à travers les nuits d'hiver quand les hommes sensés restaient près de l'âtre et dans leur salle. Les bottes parlaient de distances parcourues à grande vitesse, de longues heures en selle qui laissaient le cuir taché de sel par la sueur du cheval, de chemins choisis non pour la destination, mais pour le choix lui-même. Et elle se surprit à murmurer des prières à des saints auxquels elle croyait à peine, leur demandant de veiller sur un homme dont elle n'avait jamais vu le visage, mais dont l'existence s'était en quelque sorte mêlée à la sienne, d'une manière qui défiait la logique de la condition et des circonstances. C'est un soir de fin décembre, alors que l'obscurité tombait, avant que l'après-midi ne soit vraiment terminé, et que le vent hurlait autour des tours du palais comme quelque chose de vivant et d'affamé, qu'il arriva tôt, si tôt qu'elle était encore penchée sur ses bottes, avec un chiffon et de l'huile, fredonnant doucement un air que sa mère lui avait appris des années auparavant, avant la guerre, avant que le monde ne se soit rétréci à cette petite pièce et à ses rituels. Elle entendit ses pas et se tut, se redressant rapidement. Le chiffon toujours à la main, une rougeur montant à ses joues d'avoir été surprise dans un moment si peu gardé, mais il s'arrêta dans l'embrasure de la porte plus longtemps que d'habitude, sa haute silhouette éclairée à contre-jour par les torches du couloir, le masque d'argent captant des points de lumière et les dispersant. « Vous fredonniez, dit-il, et sa voix était différente de ce qu'elle l'avait entendu auparavant, moins le commandement bourru de leurs échanges précédents, et plus quelque chose de curieux, presque incertain, comme s'il avait lui aussi été pris au dépourvu et ne savait pas très bien comment procéder. « Pardonnez-moi, Votre Altesse, parvint-elle à dire, posant le chiffon et s'abaissant dans une révérence plus profonde que d'habitude, espérant couvrir son embarras par la formalité. « Je ne vous attendais pas si tôt, je n'ai pas terminé. »« Non, l'interrompit-il, entrant véritablement dans la pièce pour la première fois,
la faisant paraître soudainement plus petite, l'air entre eux chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Je voulais dire, c'était un son agréable. L'air, je veux dire. Ma mère avait l'habitude de fredonner quelque chose de similaire, avant. Et ici, il s'arrêta, semblant renoncer à la confession qui avait failli lui échapper. Comment s'appelle-t-il ? Elle leva les yeux alors, le regardant vraiment pour la première fois, au-delà des simples regards volés lors de leurs brefs échanges, et vit ses yeux à travers les ouvertures du masque, gris comme des tempêtes d'hiver, oui, mais pas méchants, contenant quelque chose qui aurait pu être de la solitude ou un timide élan vers la connexion, et à ce moment-là quelque chose changea entre eux, une ligne invisible fut franchie. « La fille du berger », dit-elle doucement, ses mains immobiles maintenant, les bottes oubliées entre eux, comme des témoins de ce premier véritable échange de mots qui portait un poids au-delà de la simple transaction. Et quand il hocha lentement la tête, comme pour mémoriser le nom, elle sut sans savoir comment elle le savait, que quelque chose avait commencé, que ni l'un ni l'autre n'aurait pu nommer, mais que tous deux ressentaient, fragile comme de la nouvelle glace, et tout aussi périlleux. Cela commença par un livre laissé derrière, peut-être par accident, ou peut-être avec une intention qu'elle ne pouvait discerner. Un mince volume de poésie relié en cuir usé qui reposait sur le support à bottes un soir où elle arriva pour récupérer ses bottes, et elle l'avait ramassé avec des doigts prudents, avec l'intention de le mettre de côté pour son retour. Mais ses yeux tombèrent sur une page ouverte, et elle se surprit à lire un vers sur l'hiver et la solitude, sur le froid qui s'infiltre non pas dans les os, mais dans l'âme. Et quelque chose dans ces mots la transperça si profondément qu'elle resta là à lire, jusqu'à ce que les lampes aient besoin d'être allumées et que son travail soit à peine à moitié fait. Elle le laissa où elle l'avait trouvé, avec un bout de papier marquant une autre page, un poème différent sur l'arrivée éventuelle du printemps, sur l'espoir étant la chose qui survit sous la terre gelée, en attente, et quand il vint cette nuit-là, il ne dit rien, mais ses yeux trouvèrent la page marquée et s'y attardèrent avant qu'il ne prenne ses bottes et ne parte, et elle se demanda si elle avait outrepassé ses droits, si elle avait trop présumé. Mais la semaine suivante, un autre livre apparut, cette fois de philosophie, et cette fois, elle fut certaine que ce n'était pas un accident, car il était ouvert à un passage sur les masques que les hommes portent et les visages qu'ils cachent, et ainsi, leur dialogue sans parole commença pour de bon. Les livres s'accumulèrent lentement au cours des semaines qui suivirent, des volumes qui parlaient de sujets à la fois pesants et fantaisistes, des histoires et des fables, des traités sur la gouvernance et des recueils de contes populaires, et elle les dévora tous pendant les heures entre ses tâches. Lisant à la lueur de la lampe dans sa petite chambre ou dans la bottière même pendant qu'elle travaillait, et toujours elle les laissait avec des pages marquées, parfois à des passages avec lesquels elle était d'accord, et parfois à ceux qu'elle remettait en question. Et progressivement, elle commença à laisser de petites notes écrites de sa main soignée sur tous les bouts de papier qu'elle pouvait trouver, de brèves pensées qui répondaient aux idées qu'elle y trouvait, et il commença à répondre dans les marges elle-même, son écriture audacieuse et sûre, créant des conversations qui n'existaient que sur le papier, mais semblaient plus réelles que toutes celles qu'elle avait jamais eues à voix haute. Le palais remarqua des changements chez le duc cet hiver-là, se faisant la remarque entre eux que son Altesse semblait moins renfermée, qu'il avait recommencé à assister à certaines fonctions de la cour, que son humeur s'était adoucie, et que sa voix, lorsqu'il donnait des ordres, portait moins de l'âpreté qui avait caractérisé son discours depuis la guerre, et ils attribuèrent cette transformation à diverses causes, certains prétendant que dame Mathilde avait attiré son attention lors de la fête de la mi-hiver, d'autres insistant que c'était la comtesse veuve des provinces du Nord dont les lettres arrivaient avec une telle fréquence, et Elara entendait tous ces ragots et ne disait rien, gardant son silence comme elle gardait la pièce d'argent, proche et secrète, chérissant la connaissance qu'elle seule connaissait la vérité
de ce qui avait changé en lui, que ce n'était aucune dame de la cour qui l'avait atteint, mais plutôt une servante qui lui parlait à travers des passages marqués et des notes en marge, qui comprenait que parfois les conversations les plus profondes se déroulent dans les espaces entre les mots prononcés, dans la sélection minutieuse des pensées à partager et de celles à retenir, dans la révélation progressive de soi qui ne vient pas par de grandes déclarations, mais par le poids accumulé de petites vérités offertes et reçues à leur tour. Et elle se surprit à vivre pour ces soirées où elle trouverait un nouveau livre l'attendant, se surprit à composer des réponses dans son esprit tout au long de la journée pendant qu'elle travaillait, élaborant des arguments et des observations qu'elle espérait pourraient l'intéresser, pourraient lui faire voir en elle non pas la fille aux bottes qu'il avait engagée, mais un esprit digne d'engagement, une âme capable de rencontrer la sienne dans ces endroits où la condition et l'apparence ne signifiaient rien, et où seul le contenu de la pensée et du sentiment importait. Le troisième hiver s'abattit sur le palais avec une brutalité qui semblait presque personnelle, comme si le ciel lui-même avait déclaré la guerre à la terre, et avec lui vint un froid qui s'installa dans la bottière malgré les pierres et les murs, un froid pénétrant qui faisait mal aux doigts d'Elara, même à travers les gants qu'elle portait pour travailler, qui rendait son souffle visible dans l'air comme de petits fantômes de mots non dits, et elle se surprit à tousser plus fréquemment au fil des semaines. Une toux sèche qu'elle essayait de réprimer pendant les visites du duc, mais qui empirait aux petites heures du matin quand elle arrivait pour commencer son travail, sa poitrine serrée et sa tête de plus en plus légère, avec une fièvre qu'elle ne pouvait se permettre de reconnaître, car les serviteurs qui tombaient malades étaient des serviteurs qui perdaient leur poste, et donc elle lutta contre l'épuisement croissant, les frissons qui secouaient son corps, même en travaillant près du petit brasero, la faiblesse grandissante de ses membres, qui rendait même la simple tâche de soulever ses bottes semblable à déplacer des montagnes, jusqu'à ce qu'un matin, elle ne puisse tout simplement pas se lever de son lit, ne puisse forcer son corps à obéir à sa volonté, peu importe comment elle le lui commandait. Et elle resta dans les quartiers exigus des serviteurs, brûlante de fièvre, tandis que son esprit errait à travers d'étranges paysages peuplés de masques d'argent et de livres qui parlaient de voix qu'elle reconnaissait presque. Elle n'était pas consciente lorsque le duc arriva ce soir-là pour trouver la bottière vide, ses bottes encore couvertes de boue de la chevauchée du matin, aucune lampe allumée contre l'obscurité grandissante, aucun signe de la file qui était devenue une partie aussi intégrante de son rythme quotidien que la respiration. Et ceux qui furent témoins de sa réaction en parleraient plus tard à voix basse, comment il était resté figé dans l'embrasure de la porte pendant un long moment, avant de demander d'une voix qui portait le tranchant de quelque chose de très proche de la panique où elle était. Pourquoi elle n'était pas venue, et quand le chef du personnel de maison tenta d'expliquer qu'elle n'était qu'une servante prise de fièvre et donc sans importance pour son Altesse, il avait coupé court à l'explication avec des mots qui ne laissaient aucune place à la discussion, ordonnant que le médecin du palais s'occupe d'elle immédiatement, qu'elle soit déplacée dans de meilleurs quartiers, qu'aucune dépense ne soit épargnée pour ses soins, et le choc qui se propagea dans le palais face à cette attention sans précédent portée à quelqu'un de si loin, en dessous de sa condition, mit les langues en émoi avec une ferveur renouvelée, les spéculations allant bon train sur les services qu'elle avait dû fournir pour mériter une telle faveur, les secrets qu'elle devait détenir pour commander une telle préoccupation. Et à travers tout cela, Elara ne savait rien, perdue dans des rêves de fièvre où elle cirait des bottes qui saignaient et des livres qui se dissolvaient en cendres quand elle essayait de les lire, où une voix qu'elle reconnaissait ne cessait de lui demander de rester, de tenir bon, de revenir. Quand la fièvre tomba enfin 4 jours plus tard, et qu'elle se réveilla faible, mais l'esprit clair dans une chambre qu'elle ne reconnaissait pas, plus chaude et plus propre que toutes celles qu'elle avait jamais habitées, elle apprit de l'assistant du médecin que le duc avait envoyé des demandes sur son état toutes les heures,
avait arpenté les couloirs devant sa porte, bien que le protocole lui interdise d'entrer, s'était personnellement assuré qu'elle reçoive tout le confort et les soins qui pouvaient être fournis. Et cette connaissance s'installa dans son cœur avec un poids qui était à la fois joie et terreur, car elle comprenait ce que cela signifiait et ce que cela pourrait leur coûter à tous les deux si d'autres le comprenaient aussi. Une semaine passa avant qu'elle ne soit assez forte pour reprendre ses fonctions, et quand elle retourna enfin à la bottière sur des jambes chancelantes, elle la trouva transformée. Un véritable poêle de chauffage avait été installé dans le coin, sa surface en fer rayonnant une chaleur bénie dans tout le petit espace. Une chaise rembourrée était placée à côté de sa table de travail, là où auparavant elle se tenait debout ou à genoux sur la pierre nue, et une épaisse couverture de laine était pliée sur son dossier. Et elle resta là, les larmes coulant sur ses joues, non pas à cause de la maladie, mais de la tendresse bouleversante de ses gestes, du soin implicite dans chaque ajout, de la connaissance que pendant qu'elle gisait fiévreuse et inconsciente, il avait pensé à son confort, avait déplacé le monde de petites manières pour s'assurer qu'elle ne souffrirait plus d'un tel froid, et elle comprit alors, avec une clarté qui transperçait plus profondément que n'importe quelle fièvre, que ce qui existait entre eux avait dépassé les limites des livres et des bottes, au-delà de la distance prudente qu'ils avaient maintenue, pour entrer dans un territoire bien plus dangereux et infiniment plus précieux que ce que l'un ou l'autre avait eu l'intention d'arpenter. Il vint tard une nuit, 3 semaines après sa guérison, alors que le palais s'était installé dans son calme du soir et que la bottière existait dans cet espace suspendu entre la fin du jour et le domaine de la nuit, et elle entendit ses pas approcher avec la cadence familière qu'elle avait appris à reconnaître au cours de 3 hivers. Mais cette fois, ils ne s'arrêtèrent pas sur le seuil comme d'habitude, n'hésitèrent pas avec ce bref moment de préparation avant d'entrer, et quand il apparut dans l'embrasure de la porte, quelque chose dans son maintien était différent, moins sur la défensive peut-être, ou plus déterminé. Elle ne pouvait pas tout à fait discerner lequel, et sans préambule, il traversa la pièce jusqu'à la chaise qu'il avait installée pour son confort, et s'assit. Un geste si sans précédent que ses mains s'immobilisèrent au milieu du polissage, et elle leva les yeux vers lui avec des questions dans les yeux qu'elle ne verbalisa pas. « Parlez-moi de vous », dit-il, et sa voix ne portait aucune de sa formalité habituelle, aucune de la distance prudente qu'il maintenait typiquement, et la demande était si directe, si inattendue, que pendant un moment, elle ne trouva pas de mots pour répondre, mais il attendit avec une patience qui parlait d'un intérêt sincère plutôt que d'une simple courtoisie, et alors elle commença à parler avec hésitation de son enfance, dans un village dont le nom n'apparaissait plus sur aucune carte, parce que la guerre l'avait effacé aussi complètement que le feu efface le petit bois, de parents qui l'avaient aimée farouchement pendant les brèves années où elle les avait connus. Du voyage au palais, en tant qu'orpheline de 11 ans, avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et une détermination à survivre qui l'avait soutenue pendant 6 ans de service à des postes qui s'amélioraient progressivement jusqu'à ce qu'elle se retrouve ici, dans cette petite pièce qui était devenue le centre de son monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Il écouta sans interruption, ses yeux gris visibles à travers les ouvertures du masque fixé sur son visage, avec une intensité qui la rendait à la fois gênée et étrangement libérée, comme si elle était vraiment vue pour la première fois, et quand elle eut fini de parler, il resta silencieux un long moment avant de dire « La guerre a pris votre famille comme elle a pris mon visage. » Et il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose de sans défense, et elle comprit qu'il lui offrait une vérité en échange de celle qu'elle lui avait donnée, qu'il négociait un nouveau territoire entre eux où les règles de conditions et de circonstances avaient moins de pouvoir que le simple besoin humain de connexion, d'être connu. « Parlez-moi de vos journées, » dit-elle doucement, continuant son travail sur ses bottes, parce que le mouvement familier lui donnait du courage.
et il commença à parler du poids du devoir, de siéger à des réunions du Conseil où des hommes débattaient de politique qui affecterait des milliers de personnes, tout en le traitant avec une déférence qui était de la peur mal déguisée en respect, de marcher dans des couloirs où les conversations s'arrêtaient à son approche et les yeux s'écartaient de son visage masqué, de la performance épuisante de paraître impassible face à l'isolement qui définissait son existence, et ces mots peignirent une image de solitude si profonde qu'elle faisait paraître ses propres années de solitude presque conviviales en comparaison, car au moins elle avait été seule parmi des gens qui la voyaient, même s'ils la voyaient comme indigne de leur attention, tandis qu'il était seul parmi des gens qui ne supportaient pas de le voir du tout. Et elle comprit alors que le masque ne couvrait pas seulement ses cicatrices, mais était devenu une barrière entre lui et toute connexion humaine qu'il aurait pu former, un mur construit autant par la révulsion des autres que par son propre instinct de protection. « Je suis entièrement défini par ce que j'ai perdu, » dit-il. Et il y avait une lassitude dans les mots qui parlaient d'années passées à porter ce fardeau, par le visage qui a été brûlé, par la vie qui s'est terminée sur ce champ de bataille, par tous les futurs qui sont morts quand les flammes ont pris mes traits. Et je me demande parfois s'il reste quelque chose sous la perte, quelque chose qui pourrait être appelé vraiment mien, plutôt que simplement l'absence de ce qui fut jadis. Et elle entendit dans cette confession le cœur de sa douleur, la question qui le hantait aux heures sombres, où même le masque ne pouvait le protéger de ses propres pensées, et elle posa la botte qu'elle était en train de polir, et croisa son regard avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas, et dit doucement « Vous êtes ici, respirant, pensant, ressentant, et ce n'est pas une perte, mais une présence. Pas une absence, mais une existence, et peut-être que la question n'est pas ce qui reste, mais ce que vous choisissez de construire à partir de ce que vous avez. » Et elle vit quelque chose changer dans son expression, une fissure dans l'armure de désespoir qu'il portait sous le masque d'argent, et le silence qui tomba entre eux alors n'était pas vide mais plein, gros de possibilités qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Le printemps arriva à cette troisième année, avec une douceur qui semblait presque s'excuser après la dureté de l'hiver, apportant avec lui des jours plus longs et une lumière plus douce qui filtrait à travers la haute fenêtre de la bottière et transformait l'espace en quelque chose de presque doré le soir, et avec le changement de saison vint un changement dans le rythme de leur rencontre, car ce qui avait commencé comme une seule conversation nocturne devint 2, puis 3, puis évolua en une attente tacite qu'il viendrait la voir chaque soir après la fin de ses obligations, s'installerait dans la chaise qui était devenue sa place habituelle et parlerait avec elle pendant qu'elle travaillait, leur dialogue s'étendant sur des territoires à la fois vastes et intimes, touchant à la philosophie et à la poésie et à la nature de la perte, avec une aisance qui les surprit tous les deux. Il parlait des textes anciens qu'il avait étudiés dans sa jeunesse, des philosophes stoïciens qui conseillaient l'acceptation du destin et des poètes romantiques qui élevaient l'émotion au-dessus de la raison, et elle écoutait avec une attention qui était plus qu'un intérêt poli, contribuant des observations qui révélaient un esprit aiguisé par les épreuves et la contemplation, une sagesse née non pas de l'éducation formelle, mais du professeur profond que peut être la souffrance quand on choisit d'en apprendre plutôt que d'être détruit par elle, et il se trouva étonné par ses intuitions, par la grâce avec laquelle elle articulait des vérités qui résonnaient dans les chambres les plus profondes de sa compréhension, et il réalisa, avec une surprise qui perça des années de préjugés, que l'intelligence et la valeur n'avaient rien à voir avec la condition ou l'éducation, mais étaient des qualités inhérentes qui se manifestaient indépendamment des circonstances. Elle parlait des petites beautés qu'elle avait observées au cours de ses années de service, de la façon dont la lumière du matin touchait les pierres du palais, de la patience requise pour restaurer quelque chose d'endommagé à son intégrité, de la satisfaction du travail bien fait, même quand personne ne le remarquait
ou ne s'en souciait, et dans ces mots, il entendit une appréciation de la vie que sa propre amertume avait longtemps obscurcie, une capacité à trouver un sens dans les plus petits moments qui rendait ces grands débats philosophiques creux en comparaison, et il comprit qu'elle lui enseignait quelque chose d'essentiel sur l'art d'être humain, sur la façon dont la survie n'était pas simplement endurer, mais choisir chaque jour de remarquer, de se soucier, de trouver un but dans le travail que ses mains pouvaient accomplir. L'espace physique entre eux commença à s'effondrer par incréments si petits que ni l'un ni l'autre n'aurait pu dire quand cela avait commencé. Quand la distance prudente qu'il maintenait en lui tendant ses bottes commença à se réduire jusqu'à ce que leurs doigts se frôlent lors de l'échange, le contact durant une fraction de seconde de plus que nécessaire, ou quand il commença à se pencher en avant dans sa chaise pendant qu'elle parlait, attiré par une gravité qu'il ne pouvait nommer vers la radiance tranquille qu'elle émanait, ou quand elle se retrouva à travailler à la table la plus proche de l'endroit où il était assis, plutôt que dans son coin habituel, arrangeant leur proximité avec une chorégraphie inconsciente qui parlait de désirs que ni l'un ni l'autre n'avaient encore reconnus à voix haute. Il y avait des moments où la conversation s'arrêtait et ils existaient en silence ensemble, ses mains se déplaçant dans leur travail familier, tandis que ses yeux suivaient le mouvement avec une attention qui n'était plus simplement de l'observation, mais quelque chose approchant la révérence, et dans ces instants suspendus, la bottière devenait un monde entier en soi, un sanctuaire où les règles qui gouvernaient le palais au-delà de sa porte n'avaient aucun pouvoir, où un duc et une servante pouvaient simplement être deux personnes trouvant l'une en l'autre une reconnaissance qui transcendait toutes les frontières que les circonstances avaient placées entre eux, et bien que ni l'un ni l'autre ne parlât de ce qui grandissait entre eux, tous deux le sentaient comme une graine poussant vers la lumière, fragile et inévitable et terrifiante dans ses implications. Le 4e hiver arriva avec une cruauté qui semblait personnelle. Les vents hurlant à travers les couloirs du palais comme pour chercher à éteindre toute chaleur qui osait exister à l'intérieur de ces anciennes pierres, et avec lui vint un changement dans l'atmosphère de la cour qu'Elara ressentit même depuis sa position dans les quartiers des serviteurs, des chuchotements qui parvinrent à ses oreilles à travers le réseau complexe de ragots qui parcouraient le palais comme des veines à travers un corps, transportant des nouvelles à la fois triviales et capitales dans tous les coins où ceux qui servaient vivaient leurs vies invisibles. Le roi avait lancé un ultimatum, apprit-elle de la gouvernante en chef, qui l'avait entendu du chambellan, qui avait été présent dans la salle du trône lorsque le décret fut prononcé, que le duc devait se marier avant le dégel printanier où une épouse lui serait choisie. Un commandement né non de la cruauté, mais d'une nécessité pratique, car le duché avait besoin d'un héritier, et le duc avait plus de 30 ans sans aucune perspective d'en produire un. Et bien que les serviteurs en parlent comme de la politique de cour, Elara entendit dans leurs mots le glas de quelque chose de précieux et d'indéfini qui avait grandi dans la bottière au fil des mois de conversation du soir et de silence partagé. La parade commença dans la première semaine de novembre, de nobles dames arrivant de tous les coins du royaume et au-delà, filles de comtes et de ducs et de dignitaires étrangers, chacune annoncée en grande pompe et escortée à travers les salles du palais avec un entourage qui parlait de leur importance et des ambitions de leur famille. Et Elara observait depuis l'ombre leur passage. Ces femmes dans leur parure, avec leur visage parfait et leur grâce étudiée, tout ce qu'elles n'étaient pas et ne pourraient jamais être, et sentit un vide s'ouvrir dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'envie et tout à voir avec la terrible compréhension que ce qui existait entre elle et le duc, quel que soit le nom qu'il aurait pu revendiquer si les circonstances avaient été différentes, était impossible dans un monde régi par les lignées et la bienséance. Elle fut témoin de son désespoir, non pas à travers ses mots,
car il cessa de venir à la bottière avec la régularité qui était devenue leur coutume, ses visites devenant sporadiques et brèves, mais à travers ses bottes qui racontaient l'histoire que son absence ne pouvait cacher. Le cuir éraflé et endommagé d'une manière qui parlait de longues chevauchées imprudentes à travers un terrain dangereux, le genre de mouvement désespéré qui cherche à fuir des pensées trop douloureuses à supporter, et elle les nettoyait avec des mains qui tremblaient légèrement, se demandant laquelle des parfaites dames le réclamerait, laquelle deviendrait maîtresse de ses salles et mère de ses enfants, laquelle dormirait à ses côtés dans le grand lit et ne connaîtrait jamais l'homme qu'elle avait appris à comprendre au fil des années d'observation patiente. Les rencontres étaient brèves par dessein, apprit-elle, le duc recevant chaque candidate dans le salon de réception pour pas plus d'un quart d'heure, toujours masquée, toujours rigoureusement polie, et chacune repartait rapidement après, certaines avec un soulagement à peine dissimulé, d'autres avec la déception que leur beauté et leur éducation n'aient pas suffi à surmonter ce qui se cachait sous ce masque d'argent, et Elara se retrouva prise entre l'espoir qu'elle le rejette toute, préservant la chose fragile entre eux pour quelques instants de plus, et l'espoir que l'une d'elles verrait au-delà de la surface, l'âme extraordinaire qui se trouvait en dessous, lui donnerait la compagnie et la légitimité qu'elle ne pourrait jamais lui offrir, mettrait fin à sa solitude, même si cela signifiait briser son propre cœur dans le processus. Il vint la voir tard une nuit, dans la 3e semaine de ce défilé, apparaissant dans l'embrasure de la bottière avec une lassitude qui allait plus loin que l'épuisement physique, et s'assit dans sa chaise, sans parler pendant de longues minutes, pendant qu'elle travaillait. Le silence entre eux n'étant plus confortable, mais lourd de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire, jusqu'à ce qu'enfin il parle d'une voix si basse qu'elle dut immobiliser ses mains pour l'entendre, et dit « Le masque est à la fois protection et prison », des mots qui semblaient arrachés d'un endroit profond qu'il avait gardé verrouillé même à lui-même, et elle comprit qu'il ne parlait pas seulement de l'argent qui couvrait son visage, mais de toutes les défenses qu'il avait construites contre un monde qui lui avait appris que son apparence était monstrueuse, de tous les murs qu'il avait érigés pour survivre dans une position qui exigeait de la force tout en n'offrant que l'isolement. Et elle vit à ce moment-là toute la mesure de sa captivité, comment il ne pouvait pas enlever le masque sans voir l'espoir mourir dans les yeux des autres, ne pouvait pas se révéler sans redevenir l'horreur qui avait fait fuir une princesse, ne pouvait être connu que dans l'ombre et à travers le filtre du métal, et son cœur se brisa pour lui d'une manière qui fit paraître ses peines précédentes comme des chagrins mineurs, car sa prison était inéluctable, construite par le visage même qu'il ne pouvait pas changer, et elle n'avait aucune clé à lui offrir, aucun mot qui pourrait déverrouiller des portes barrées par des forces hors de leur contrôle à tous les deux. Le silence qui suivit sa confession s'étendit entre eux comme un gouffre, rempli de tout le poids de l'impossibilité et du désespoir, jusqu'à ce qu'Elara trouve en elle un courage qu'elle ne se connaissait pas, né peut-être de la force accumulée de 5 hivers passés dans un labeur silencieux, ou du simple fait qu'elle ne pouvait plus supporter de le voir souffrir dans une prison de sa propre construction, et elle posa la botte qu'elle tenait, ses mains s'immobilisant dans leur travail familier, alors qu'elle se tournait pour lui faire face entièrement, et dit d'une voix qui ne tremblait que légèrement. « Les visages ne sont que les couvertures des livres, Votre Altesse, et ce qui importe, c'est l'histoire écrite à l'intérieur. » Il la regarda alors, avec ses yeux gris visibles à travers les ouvertures du masque, et elle y vit une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, avant que le cynisme ne reprenne le dessus. Et il répondit avec une amertume qui ne dissimulait pas tout à fait le désir sous-jacent. « Un joli sentiment, mais le monde juge les livres à leur couverture, comme vous le savez bien. Et la mienne s'est avérée suffisante pour faire fuir même celles qui sont élevées dans le devoir face à la perspective de lire plus loin. »
Elle aurait pu reculer alors, aurait pu accepter son désespoir comme le mot final de l'affaire, mais quelque chose dans son ton lui dit qu'il voulait être défié, voulait que quelqu'un se batte contre les murs qu'il avait construits alors même qu'il les défendait. Et ainsi, elle fit un pas de plus, sa simple robe de servante bruissante dans la pièce silencieuse, et dit avec une conviction qui les surprit tous les deux. Alors le monde est peuplé d'imbéciles qui manquent les plus belles histoires par manque de courage, mais je ne suis pas le monde, votre Altesse, et j'ai lu votre histoire à travers 5 hivers de bottes qui m'ont dit où vous marchiez et combien le poids du devoir pesait sur vous. À travers les livres que vous m'avez laissés avec des passages marqués qui révélaient une âme avide de beauté et de sens, à travers les mots échangés dans cette pièce qui m'ont montré un esprit brillant et blessé et luttant pour quelque chose de mieux que la simple survie. Et je connais votre caractère, monsieur. Je le connais mieux que n'importe laquelle de ces dames qui n'ont vu que votre masque et n'ont pas pu imaginer l'homme derrière lui. Je le connais d'une manière qui n'a rien à voir avec l'accident des traits et tout à voir avec les choix délibérés que vous faites chaque jour sur qui vous serez malgré tout ce qui vous a été fait. Les mots jaillirent d'elle comme de l'eau longtemps endiguée soudainement libérée, emportant avec eux des années d'observation et un sentiment grandissant qu'elle ne s'était jamais permis de nommer. Et elle le vit se lever de sa chaise, vit ses mains se serrer et se desserrer à ses côtés comme s'il menait une bataille interne. Et quand il parla, sa voix était rude d'une émotion à peine contenue. « Vous parlez de me connaître, dit-il, mais vous ne m'avez jamais vu, pas vraiment, pas la ruine que la guerre a faite d'un visage qui n'a jamais été beau, mais qui était au moins humain, avant que le feu et la lame ne le réécrivent en quelque chose qui fait pleurer les enfants, évanouir les femmes et détourner le regard des hommes courageux par pitié ou dégoût. » Elle soutint son regard fermement, refusant de le laisser se cacher derrière l'horreur qu'il se croyait être, et répondit avec une douceur qui était aussi en quelque sorte féroce. « Je vous ai vu de toutes les manières ce qui compte. J'ai vu votre gentillesse dans le médecin que vous avez envoyé quand je suis tombé malade, votre considération dans la chaleur que vous avez ordonnée pour cette pièce, votre solitude dans la façon dont vous vous attardez sur les seuils, comme si vous aviez peur d'entrer pleinement dans n'importe quel espace, votre espoir dans les livres que vous avez partagés, comme pour tester si je pouvais comprendre les passages qui vous ont ému, votre force dans des épaules qui portent des fardeaux que vous n'avez jamais choisis, mais que vous refusez d'abandonner. Et si vous pensez que la disposition particulière des traits peut diminuer ou améliorer ce que j'ai vu de votre âme au cours de 5 années de connaissances patientes, alors vous ne comprenez rien à la façon dont je vous vois, rien à ce que la vision signifie vraiment quand elle regarde au-delà des surfaces pour atteindre la vérité en dessous. Elle vit quelque chose se fissurer dans son expression, une ancienne défense commençant à s'effriter, et sut qu'elle l'avait atteint dans un endroit que peut-être personne n'avait touché depuis que la guerre l'avait refait, qu'elle avait parlé à la partie de lui qui espérait encore être connue et appréciée malgré le masque qu'il portait, littéralement et métaphoriquement. Et à ce moment-là, la bottière devint un espace sacré, un confessionnal où la vérité pouvait être dite entre 2 personnes qui avaient gagné le droit à une telle honnêteté par des années de petite bonté et de confiance croissante. Et quoi qu'il advienne après, elle ne regretterait pas de lui avoir offert ce cadeau, d'être vraiment vue. Le 4e hiver s'approfondit avec une qualité d'immobilité qui ressemblait à un souffle retenu, comme si le palais lui-même attendait de voir ce qui émergerait de la conversation qui avait eu lieu dans la bottière, et dans les jours qui suivirent. Et Lara remarqua un changement subtil dans le comportement du duc, un changement qui se manifesta non pas par de grandes déclarations ou des gestes spectaculaires, mais dans le langage silencieux de la considération qu'ils avaient développée au fil des années de connaissances attentives, et elle découvrit en arrivant pour son travail un matin que de nouveaux gants étaient pliés sur le support à bottes, du cuir fin doublé de fourrure de lapin, bien trop cher pour une servante mais parfaitement à sa taille, et à côté d'eux,
une petite bouteille d'huile pour le travail du cuir, de meilleure qualité que ce que la maisonnée fournissait, et quand elle leva les yeux, elle le vit l'observer depuis l'embrasure de la porte, avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire à travers le masque, mais qui adoucissait les lignes dures de sa posture en quelque chose de presque vulnérable. Il commença à arriver plus tôt le soir, à rester plus longtemps, leur conversation s'étendant sur des sujets à la fois profonds et banals, et elle apprit qu'il avait des opinions sur tout, de la bonne manière de dresser les chevaux aux implications philosophiques du libre arbitre, qu'il pouvait citer de la poésie en 3 langues et débattre de théologie avec la passion d'un érudit. Et en retour, elle offrit ses propres observations, nées d'une vie vécue près de la terre et de la nécessité. Une sagesse acquise par les épreuves qui le surprenait parfois au point de le réduire au silence, suivi d'une réflexion attentive, et elle vit à quel point il appréciait son esprit autant que sa gentillesse, comment il écoutait ses paroles avec une attention qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue, comme si ses pensées comptaient, comme si elles comptaient au-delà de sa fonction dans sa maison. La servante en chef, une femme nommée Madame Kellan, dont la cruauté était masquée par l'efficacité et dont le domaine était l'organisation du personnel de maison d'une main de fer, vint à la bottière un après-midi et exigea de savoir pourquoi un combustible précieux était gaspillé pour chauffer un espace où travaillait une seule servante. Sa voix acérée du mépris particulier que ceux qui ont un petit pouvoir réservent à ceux qui en ont moins, et Elara avait commencé à balbutier une excuse quand la voix du duc traversa la pièce comme une lame, apparaissant d'où il avait été en train de vérifier les comptes dans le bureau adjacent, son ton portant une autorité qui fit blêmir la femme plus âgée, et il informa Madame Kellan que la bottière resterait chauffée sur son ordre explicite, que la servante qui y travaillait accomplissait des tâches essentielles à son confort et le ferait dans des conditions qu'il jugeait appropriées, et la servante en chef se retira avec un ressentiment à peine dissimulé, tandis qu'Elara restait figée, peu habituée à être défendue, peu habituée à ce que son bien-être soit jugé digne de l'intervention d'un duc. Et quand Madame Kellan fut partie, il se tourna vers elle et dit simplement « Vous ne devriez pas avoir à geler pendant que vous travaillez. » Et elle entendit dans ces mots toutes les choses qu'il ne pouvait pas dire sur le soin de son confort, sur le désir qu'elle soit en sécurité et au chaud, sur les petites manières dont il pouvait la protéger dans les contraintes qui les liaient tous les deux. Leur relation existait dans un espace liminal qui défiait toute définition facile, ni maître et servante au sens traditionnel, ni amis exactement, certainement pas la chose qu'ils auraient pu être si les circonstances avaient été différentes, et pourtant elle était réelle et grandissante, nourrie par les conversations du soir et les silences partagés, par des livres encore échangés, avec des passages marqués, par la façon dont leurs mains se frôlaient quand il lui tendait ses bottes et s'attardait un moment de plus que nécessaire, par des regards qui portaient un poids et un sens qui auraient été dangereux si quelqu'un n'avait observé d'assez près pour les interpréter, et Elara se surprit à vivre pour ses heures du soir dans la bottière, découvrit que le reste de ses journées était devenu simplement le temps qu'elle endurait jusqu'à ce qu'elle puisse retourner dans cet espace chaleureux où elle était vue et appréciée, où elle pouvait être elle-même plutôt qu'une simple servante remplissant une fonction. Et elle savait que c'était dangereux, savait qu'elle se permettait de ressentir des choses qui ne pouvaient que mener à la douleur, étant donné le gouffre impossible entre leurs conditions. Et pourtant, elle ne semblait pas pouvoir arrêter la tendre croissance du sentiment qui s'épanouissait dans sa poitrine comme des fleurs se frayant un chemin à travers la neige de l'hiver, persistante et belle, et finalement condamnée par des forces hors de son contrôle à se faner avant de pouvoir s'épanouir correctement. La convocation arriva un matin où le givre peignait les fenêtres du palais de motifs cristallins qui auraient pu être beaux s'ils n'avaient pas annoncé l'arrivée du froid le plus profond de l'hiver,
et avec elle un décret du roi qui brisa le fragile sanctuaire qu'Elara et le duc avaient construit lors de leurs soirées ensemble, car Sa Majesté s'était impatientée de l'état de célibataire prolongé de son fils, et avait déclaré qu'une épouse devait être choisie avant le printemps, ou qu'une, lui, serait sélectionnée. Et pour faciliter cette conclusion, un grand bal serait organisé dans 6 semaines, une annonce qui se répandit dans le palais comme une traînée de poudre et apporta avec elle une vague de préparatifs qui transforma les anciennes salles en quelque chose ressemblant à une campagne militaire, avec des couturières, des fleuristes et des musiciens, tous conscrits au service d'un événement qui présenterait le duc à chaque noble femme éligible de 3 royaumes. Et Elara entendit la nouvelle des autres serviteurs qui en parlaient avec une excitation teintée de curiosité, de savoir si une dame accepterait un duc masqué, quel que soit son titre et ses terres, leurs spéculations la transperçant avec la précision aiguë d'un couteau entre les côtes. Bien qu'elle gardât son visage soigneusement neutre et continuât son travail avec des mains qui ne tremblaient que lorsque personne ne regardait. Et ce soir-là, lorsque l'heure convenue arriva pour la visite habituelle du duc à la bottière, elle attendit avec un espoir qu'elle savait insensé, polissant un cuir déjà brillant, tandis que le feu crépitait dans la cheminée qu'il avait fait construire pour son confort. Mais il ne vint pas, et le soir suivant, il ne vint pas. Et à mesure que les jours devenaient des semaines, elle comprit qu'il avait fait son choix, s'était retiré derrière les murs du devoir et de l'impossibilité, avait reconnu ce qu'elle avait toujours su dans son cœur, même si elle s'était permis d'espérer le contraire, que ce qui avait grandi entre eux dans cette pièce chaude ne pouvait survivre à la dure lumière de la réalité, ne pouvait combler le gouffre entre un duc qui devait assurer sa lignée et une servante dont la seule valeur résidait dans son travail. Et ainsi, elle continua son travail seule, arrivant chaque soir pour trouver ses bottes qui l'attendaient sur le support, placées là par une autre main maintenant, le cuir toujours boueux et usé, mais en quelque sorte plus vide en l'absence du moment où il les livrerait lui-même, où leurs doigts pourraient se frôler et leurs yeux se rencontrer, et quelque chose de non dit, mais de profond, passerait entre eux. Et elle les polissait comme elle l'avait toujours fait, avec soin et attention, et une douleur croissante dans sa poitrine qui rendait la respiration difficile. Et parfois, en travaillant, elle constatait que des larmes étaient tombées sur le cuir. Le sel se mêlant à l'huile pour créer un cirage né autant de chagrin que de savoir-faire, et elle les essuyait rapidement, honteuse de cette preuve de sentiment, de cette preuve qu'elle avait été assez sotte pour imaginer que la gentillesse signifiait quelque chose de plus, que des conversations dans une bottière pouvaient en quelque sorte se traduire par un avenir qui défiait toutes les règles du monde qu'ils habitaient, et le palais autour d'elle bourdonnait de préparatifs pour le bal, de ragots sur les dames qui y assisteraient, et de spéculations sur celles qui pourraient être assez courageuses ou assez ambitieuses pour accepter un duc balafré. Et Elara écoutait tout cela avec une immobilité qui était prise pour de l'indifférence, mais qui était en réalité la surface gelée d'une eau profonde. Calme au-dessus et tourbillonnante en dessous, et elle comprit avec une clarté qui était aussi une sorte de mort qu'elle s'était permis d'aimer quelqu'un qui était à jamais hors de sa portée, avait donné son cœur à un homme qui appartenait au devoir et à la dynastie et aux exigences inexorables de sa condition, et les bottes qu'elle polissait chaque nuit devinrent sa pénitence et sa prière, la seule connexion qui restait à ces soirées où elle avait été vue et appréciée, et avait bêtement cru qu'une telle vision pourrait suffire à surmonter le poids de siècles de tradition et la distance infranchissable entre leurs mondes. La nuit précédant le bal arriva avec le poids d'une fin. Le palais scintillant de préparatifs qui se moquait du désespoir qu'Elara portait dans sa poitrine alors qu'elle entrait dans la bottière pour ce qu'elle croyait être peut-être la dernière fois, car sûrement après-demain, lorsque le duc choisirait sa fiancée parmi les nobles dames assemblées pour son inspection,
Il n'y aurait plus besoin de visites du soir, de silence partagé ou de l'une des petites intimités qui l'avaient soutenue pendant ces semaines d'absence, et elle s'était résignée à cette perte avec l'acceptation stoïque née d'une vie qui lui avait appris très tôt à ne pas s'attendre à ce que la gentillesse dure. Elle s'installait dans son travail avec une précision mécanique lorsque la porte s'ouvrit et il était là, le duc, son masque d'argent captant la lueur du feu, alors qu'il entrait avec des mouvements qui parlaient d'une agitation à peine contenue, et il commença à arpenter la petite pièce comme un animal en cage, 3 pas vers la fenêtre, demi-tour, 3 pas vers la porte, demi-tour à nouveau, ses mains se crispant et se détendant à ses côtés, tandis qu'elle observait en silence et attendait ce qui l'avait amené ici, en cette nuit de toutes les nuits. Et finalement, il s'arrêta, se tourna vers elle et commença à parler, les mots jaillissant en un torrent qui semblait s'être accumulé derrière un barrage de volonté et de devoir depuis trop longtemps. Et il parla de la cage de sa condition, d'être né à une vie où chaque choix était prédéterminé par les lignées et les alliances et la nécessité d'assurer la succession, où ses désirs et ses volontés étaient sans importance face au poids de la dynastie et de la tradition, et il parla de la cruauté du destin qui lui avait permis de connaître une connexion avec la seule personne qui lui était à jamais refusée par l'accident de la naissance et des circonstances, qui lui avait montré ce que signifiait être vu et apprécié pour lui-même plutôt que pour son titre, seulement pour placer cette reconnaissance entre les mains de quelqu'un qu'il ne pourrait jamais revendiquer sans détruire sa réputation et sa propre position, et sa voix portait une crudité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, un désespoir qui dépouillait le contrôle prudent qu'il maintenait habituellement, et il dit que demain il se tiendrait devant la cour et choisirait une épouse comme le devoir l'exigeait, se lierait à une dame qui accepterait ses cicatrices et son titre en échange de statut et de richesse, vivrait ses jours dans un mariage de convenance politique tout en sachant que la personne qui le comprenait vraiment travaillait dans sa bottière à polir le cuir, et l'injustice de cela brûlait dans ses mots comme de l'acide, la rage contre un monde qui valorisait le sang plutôt que le caractère et la position plutôt que le sentiment sincère. Et quand il se tut enfin, la pièce sembla résonner de l'écho de sa confession, et Elara se leva lentement, posa la botte qu'elle tenait et traversa la pièce jusqu'à l'endroit où il se tenait, tremblant de la force d'émotion trop longtemps réprimée. Et elle leva les yeux vers le masque d'argent qui cachait son visage, mais ne pouvait cacher les yeux gris tempête qui l'observaient, avec quelque chose qui ressemblait à la fois à l'espoir et au désespoir, et elle demanda d'une voix qui était ferme, malgré la façon dont son cœur martelait contre ses côtes, « Que voulez-vous sous toute l'armure de l'obligation, sous le poids du devoir et les exigences de votre condition? Que voulez-vous vraiment ?» Et la question flotta dans l'air entre eux, comme un pont jeté sur un gouffre impossible, une invitation à dire la vérité, autour de laquelle ils avaient tous deux tourné pendant des mois, et elle vit ses mains trembler, alors qu'il les levait vers son masque, vit le moment de la décision dans la posture de ses épaules, et elle attendit d'entendre ce qu'il dirait quand tous les murs s'effondreraient. Les mains du duc se portèrent à son masque avec une finalité qui parlait d'une décision prise, et sa voix, lorsqu'il répondit à sa question, portait le poids d'une vérité trop longtemps emprisonnée. « Vous, Elara, c'est vous que je veux, et je connais l'absurdité de la chose, l'impossibilité pour un duc de désirer une servante, la folie de laisser mon cœur se poser sur la seule personne dans tout le royaume que je ne peux avoir sans attirer le scandale sur nos 2 têtes. Mais je suis las de prétendre que le devoir suffit, que je peux me lier à une étrangère et vivre content en sachant que la personne qui me voit vraiment travaille dans ma bottière, et je confesse cela en sachant que cela ne change rien, en sachant que demain je dois encore choisir une épouse parmi des dames qui supporteront mon visage pour l'amour de mon titre,
mais je ne peux pas aller à ce bal sans que vous sachiez que c'est vous que je veux, que ces mois de conversation ont été les seuls moments honnêtes de ma vie, que votre présence a été à la fois mon salut et mon tourment. » Et pendant qu'il parlait, ses doigts trouvèrent les fermoirs qui maintenaient le masque d'argent en place, et le souffle d'Elara se coupa dans sa gorge, alors qu'elle comprenait ce qu'il était sur le point de faire. Quel don de confiance et de vulnérabilité il offrait alors même qu'il en déclarait la futilité, et elle voulut lui dire d'arrêter, de s'épargner la douleur de révéler ce qu'il croyait la ferait fuir, mais elle comprit aussi que c'était nécessaire, que certaines vérités ne pouvaient être dites que lorsque toutes les barrières étaient levées, et ainsi elle regarda en silence, tandis qu'il enlevait le masque et se tenait devant elle, pleinement révélé pour la première fois, son visage marqué par la beauté sauvage de la survie, des cicatrices qui couraient comme des rivières sur une peau qui avait été refaite par le feu et la lame, des tissus qui avaient guéri en Crète et en Vallée, qui parlaient d'une agonie endurée et surmontée, et il se tint absolument immobile en observant son visage, attendant le recul qui avait accueilli chaque autre révélation de son apparence, le tressaillement subtil ou l'horreur mal dissimulée qui lui avait appris à garder le masque en place, et elle vit dans ses yeux l'attente du rejet, la certitude que même elle, même après tous leurs mois de connexion, échouerait à ce test final de la véritable vision, mais Elara ne ressentit aucune horreur en le regardant, seulement une tendre férocité pour le courage qu'il fallait pour se tenir démasqué devant elle, seulement de la gratitude qu'il lui fasse confiance avec cette vulnérabilité, et elle s'avança lentement, lui laissant le temps de reculer s'il le souhaitait, et comme il restait figé, elle leva les mains et toucha son visage avec des doigts qui tremblaient, non de révulsion, mais de l'intimité profonde du geste, traça les cicatrices avec une douceur qui les honorait plutôt que de les plaindre, suivit les chemins des anciennes blessures du bout des doigts qui apprenaient à la carte de sa survie, et elle dit d'une voix qui était ferme et sûre, malgré les larmes qui montaient à ses yeux. « Je vous vois, vous tout entier, et je vous trouve beau non pas malgré ces marques, mais à cause d'elle, parce qu'elle parle d'une vie vécue plutôt que cachée, d'une douleur endurée et surmontée, d'un homme qui a survécu à ce qui aurait détruit d'autres et en est sorti avec sa gentillesse encore intacte, avec la capacité d'apprécier la conversation d'une servante et de trouver refuge dans une bottière. Et si vous croyez que ces cicatrices vous rendent moins digne d'amour, alors vous ne comprenez rien de ce que j'ai appris en 5 hivers à polir vos bottes, à lire les livres que vous m'avez laissés, à chérir chaque mot que nous avons échangé, car j'ai appris à connaître votre caractère à travers ces petites intimités, et ce caractère est digne de tout, est beau et vrai, et infiniment précieux, quel que soit le visage qui l'abrite. » Et elle vit quelque chose se briser dans son expression, un barrage de certitude cédant la place à l'émerveillement, et ses mains vinrent couvrir les siennes, là où elle reposait contre ses joues balafrées, et il murmura « Vous le pensez vraiment ?» Et elle répondit « Je n'ai jamais rien pensé de plus sincère. » Et à ce moment-là, l'impossibilité de leur situation sembla moins absolue qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant, sembla quelque chose qui pourrait être surmonté par la force de ce qui avait été reconnu entre eux. Le baiser, quand il vint, fut inévitable comme le lever du soleil, doux et interrogateur, comme s'ils apprenaient une nouvelle langue ensemble, et Elara sentit le tremblement dans ses mains balafrées, alors qu'elles encadraient son visage avec une révérence qui parlait d'émerveillement et d'incrédulité. Et elle se pressa plus près de lui, dans la petite bottière qui avait été témoin du lent déploiement de leur connexion, entourée par l'odeur du cuir et de l'huile et la rusticité des bottes qui les avaient réunis à travers le gouffre de la condition et des circonstances. Et quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien et murmura qu'il avait rêvé de ce moment aux heures sombres où le devoir semblait un mur insurmontable, avait imaginé ce que ce serait d'être accepté complètement par quelqu'un qui le connaissait vraiment
et elle pouvait sentir le battement rapide de son cœur sous sa paume, là où elle reposait contre sa poitrine, pouvait sentir la transformation qui se produisait en lui, alors que le désespoir cédait la place à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'espoir. Et il dit qu'il ne pouvait pas en épouser une autre maintenant, ne pouvait pas se tenir devant la cour demain et choisir une épouse alors que son cœur avait déjà fait son choix. Mais il ne pouvait pas non plus simplement élever une servante au rang de duchesse sans provoquer un scandale qui lui nuirait bien plus qu'à lui, car la cour la verrait comme une opportuniste qui l'avait séduit pour sa position, rendrait sa vie insupportable avec des chuchotements et des accusations, et les cruautés subtiles que la noblesse employait contre ceux qui s'élevaient au-dessus de leurs conditions, et il ne la soumettrait pas à un tel traitement, même si cela signifiait la perdre. Et Elara écouta son raisonnement prudent, avec une patience née de 5 hivers passés à apprendre à lire les histoires que ses bottes racontaient. Puis elle parla avec une clarté qui les surprit tous les deux, dit qu'elle n'avait pas besoin de protection contre le scandale, qu'elle avait vécu toute sa vie sous le regard de ceux qui la jugeraient maintenant, et avait appris que leurs opinions n'avaient aucun pouvoir à moins qu'elle ne le leur accorde, que ce qui importait n'était pas l'approbation de la cour, mais la vérité de ce qui existait entre eux, et elle lui demanda clairement s'il l'aimait assez pour faire face à toutes les conséquences qui pourraient découler de la revendiquer publiquement, s'il possédait le courage de se tenir devant le roi et la cour, et de déclarer qu'il avait choisi son épouse non par calcul politique, mais par sentiment sincère. Et elle vit quelque chose changer dans son expression. Un durcissement de la résolution qui remplaça l'incertitude par la détermination, et il dit qu'il avait passé des années à se cacher derrière un masque pour épargner l'inconfort aux autres, avait permis à la peur du jugement de dicter sa vie, mais il ne cacherait pas ce qu'il ressentait pour elle, ne permettrait pas aux opinions de ceux qui valorisaient les lignées plutôt que le caractère de le tenir éloigné de la seule véritable connexion qu'il avait trouvée dans une vie marquée par l'isolement et la perte, et il irait au bal demain, non pas pour choisir parmi les nobles dames assemblées pour son inspection, mais pour la réclamer devant elles toutes, pour enlever son masque et se tenir révélée et vulnérable, et lui demander d'être sa duchesse, indépendamment du scandale, de l'indignation ou des conséquences politiques. Et si le roi désapprouvait, alors il renoncerait à son titre et vivrait comme un homme du peuple avec elle, choisirait l'amour plutôt que le devoir et accepterait tout exil ou punition qu'un tel choix pourrait entraîner. Et Elara vit dans ses yeux gris tempête la conviction absolue de ses paroles, vit qu'il pensait chaque promesse qu'il faisait dans cette petite pièce qui sentait le cuir et la dévotion, et elle l'embrassa à nouveau pour sceller la décision qu'ils avaient prise ensemble, pour marquer ce moment où ils se choisissaient l'un l'autre, malgré toutes les forces opposées à un tel choix. Et l'avenir qui avait semblé impossiblement fermé quelques heures auparavant s'ouvrit maintenant devant eux, comme une porte s'ouvrant en grand, pour révéler un chemin qu'aucun des deux n'avait osé imaginer qu'ils pourraient parcourir ensemble. La grande salle de bal flamboyait de 1000 bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs ornés de tapisseries dépeignant d'anciennes victoires, et la noblesse assemblée scintillait de soies et de bijoux qui parlaient d'une richesse accumulée sur des générations, leurs visages arborant des expressions d'anticipation et de spéculation, alors qu'ils attendaient l'arrivée du duc et son annonce promise d'une épouse choisie, et l'air bourdonné de Paris chuchotait sur quelle dame serait élevée au rang de duchesse, quelle famille gagnerait le prestige et l'avantage politique d'une telle alliance, et aucun d'entre eux ne soupçonnait que leurs attentes, soigneusement construites, étaient sur le point de se briser comme du verre frappé par une pierre, car dans une petite antichambre près du couloir des serviteurs, Elara se tenait tremblante dans une robe de simple soie bleue que le duc avait commandée pour elle, assistée de 2 serviteurs âgés qui avaient servi sa famille pendant des décennies et qui, seuls parmi le personnel du palais, s'étaient vu confier la vérité de ce qui allait se produire. Et ils coiffèrent ses cheveux avec des mains douces
et lui murmurèrent des encouragements auxquels elle s'accrocha comme à une bouée de sauvetage, alors que la terreur et l'espoir se livraient bataille dans sa poitrine. Puis les portes de la salle de bal s'ouvrirent, et le duc entra, masqué comme toujours, son visage d'argent captant la lumière des bougies, alors qu'il se déplaçait à travers la foule assemblée, avec le maintien d'un homme qui avait pris une décision dont il ne pouvait y avoir de retour. Et la salle se tut alors qu'il montait sur l'estrade où le roi était assis, observant avec une expression qui ne révélait rien de ses pensées, et la voix du duc, lorsqu'il parla, porta clairement à travers le vaste espace, formel et mesuré, alors qu'il annonçait qu'il avait en effet choisi son épouse, comme on le lui avait ordonné, qu'il remplirait son devoir d'assurer la succession et de se lier par le mariage, mais pas à l'une des nobles dames qui avaient été paradées devant lui ces derniers mois, et la confusion ondula à travers la foule, comme le vent sur l'eau, alors que les courtisans échangeaient des regards et des spéculations chuchotées. Puis le duc fit un geste vers l'entrée des serviteurs, et Elara apparut sur le seuil, le cœur martelant si violemment qu'elle craignit qu'il ne lui sorte de la poitrine. Et elle avança à travers un couloir de visages choqués vers l'homme qui l'attendait, la main tendue, et des halètements et des exclamations éclatèrent, alors que la cour la reconnaissait comme la servante de la bottière, comme le scandale fait cher, et elle prit sa main avec des doigts qui tremblaient malgré sa détermination à paraître calme, et ensemble ils se tournèrent pour faire face à l'assemblée, alors que le duc tendait la main vers les fermoirs de son masque et l'enlevait d'un mouvement fluide, se tenant révélé devant toute la noblesse du royaume, avec son visage balafré nu sous leur examen. Et dans le silence stupéfait qui suivit, il parla d'une voix qui ne contenait aucune excuse ni honte, demanda à Elara devant le roi, la cour et Dieu si elle consentirait à être sa femme. Allier sa vie à la sienne, malgré le scandale qu'une telle union causerait, malgré les cicatrices qu'il portait et les chuchotements qui les suivraient, et il ne lui promit rien d'autre que son cœur tout entier et la certitude qu'ils passeraient chaque jour de leur vie ensemble à se prouver dignes du cadeau qu'elle lui avait déjà fait, en le voyant vraiment, quand tous les autres détournaient le regard. Et chaque œil dans la salle de bal se fixa sur elle, alors qu'elle se tenait devant lui dans sa simple robe bleue, ses mains de servante jointes dans ses mains balafrées, attendant que sa réponse redessine l'avenir de tous. La voix d'Elara, lorsqu'elle parla, traversa la salle de bal avec une clarté née non pas du volume, mais d'une conviction absolue, et elle dit qu'elle serait honorée d'accepter sa proposition. Honorée de se tenir à ses côtés, non pas parce qu'il était un duc ou pour un titre qu'il pourrait lui conférer, mais parce qu'elle avait passé 5 hivers à apprendre la vérité sur qui il était à travers les bottes qu'il portait, les livres qu'il partageait et les conversations qu'ils avaient menées dans une petite pièce qui sentait le cuir et la dévotion. Et elle dit à la cour assemblée que les visages n'étaient que les couvertures des livres, et que trop de gens passaient leur vie à juger les volumes par leur reliure, sans jamais prendre le temps de lire les histoires écrites à l'intérieur, qu'elle avait eu la chance de lire son histoire lentement au fil des saisons et des années, et avait trouvé dans ses pages un homme d'un honneur profond et d'une douceur inattendue. Un homme qui avait survécu à des horreurs qui auraient brisé des âmes moindres et en était sorti avec sa capacité de gentillesse intacte, même si son visage portait les cicatrices de ce qu'il avait enduré, et elle dit qu'elle le voyait complètement, voyait à la fois les blessures qu'il portait et la force qui lui avait permis de les supporter. Et elle le trouvait beau, non pas malgré ses cicatrices, mais à cause de la complétude qu'elle représentait, la preuve d'une vie pleinement vécue plutôt que soigneusement protégée, et la simplicité de ses mots semblait porter plus de poids que n'importe quel discours élaboré n'aurait pu le faire, car elle parlait du cœur sans artifice ni calcul, et certains parmi les nobles assemblés se sentirent mal à l'aise, alors que sa simple vérité exposait la superficialité de leur propre jugement, tandis que d'autres se trouvèrent émus malgré leur choc face à la violation de la bienséance,
car il y avait quelque chose d'indéniablement authentique dans la connexion visible entre le duc Balafré et la servante qui le regardait comme s'il était la chose la plus précieuse de tout le royaume. Puis le roi se leva de son trône, avec une expression qui fit taire les chuchotements qui parcouraient la foule, et tous attendirent avec un souffle retenu son verdict, car sa parole déterminerait si cette union sans précédent serait permise ou interdite. Et il regarda son neveu avec des yeux qui avaient été témoins de décennies de mariages politiques contractés pour l'avantage plutôt que pour l'affection, d'alliances forgées par les lignées plutôt que par un sentiment sincère. Et il vit dans le visage dévoilé du duc une vulnérabilité et un espoir qu'il n'avait jamais vu depuis toutes les années où le jeune homme était revenu de la guerre portant un masque et des blessures à la fois visibles et cachées. Et le roi dit d'une voix qui résonnait d'autorité et d'une chaleur inattendue qu'il avait ordonné à son neveu de choisir une épouse et d'assurer la succession, et il avait choisi, et qui était le roi pour refuser une union si clairement fondée sur l'estime mutuelle et l'affection sincère, alors que la plupart des mariages nobles n'étaient guère plus que des contrats négociés entre familles pour un gain politique. Et il déclara que si le duc se portait garant du caractère et de l'intelligence de cette femme, s'il avait trouvé en elle les qualités nécessaires pour être sa duchesse et porter les responsabilités qu'une telle position entraînait, alors le roi ne s'opposerait pas à leur union, quelle que soit sa naissance ou sa condition, car il avait appris au cours de longues années de règne que le caractère n'était pas déterminé par la lignée et que l'accident de la naissance ne disait rien sur le contenu de l'âme. Et son approbation envoya une onde d'ajustement à travers la cour, alors que ceux qui s'étaient préparés à exprimer leur indignation se trouvaient maintenant contraints d'accepter ce que leur souverain avait sanctionné. Bien que des poches de résistance restassent visibles dans les expressions de certaines familles nobles qui voyaient l'élévation d'Elara comme un dangereux précédent menaçant les hiérarchies prudentes sur lesquelles reposait leur pouvoir. Mais il y en avait d'autres aussi qui avaient été témoins de la transformation du duc au cours des derniers mois, qui l'avaient vu sortir de l'isolement pour s'engager progressivement avec le monde, et ceux-là comprirent que quoi que la servante ait fait pour lui, avait accompli ce que des années de médecins et de conseillers n'avaient pas réussi à faire, et ils offrirent un soutien timide, né du pragmatisme, sinon de l'enthousiasme. Et à travers tout cela, Elara se tenait la main dans celle balafrée du duc, stable malgré l'examen de centaines d'yeux, puisant sa force dans la certitude qu'il s'était choisi librement et complètement, et qu'aucune quantité de scandale ou de jugement chuchoté ne pouvait diminuer la vérité de ce qui existait entre eux. Des mois plus tard, lorsque l'automne peignit les terres du palais de nuances d'ambre et de cramoisi, le mariage eut lieu dans la petite chapelle qui avait servi la famille ducale depuis des générations, et Elara avait insisté sur l'intimité plutôt que le spectacle, malgré les protestations des officiels de la cour qui envisageaient une grande cérémonie qui démontrerait l'acceptation par le royaume de cette union sans précédent, mais elle resta ferme dans sa préférence pour la simplicité, et le duc soutint son choix, sachant que la sincérité de leurs vœux importait plus que le nombre de témoins présents pour les entendre. Et ainsi, ils furent mariés devant une assemblée d'environ 50 âmes, y compris le roi qui donna la mariée en l'absence de son propre père décédé, les serviteurs loyaux qui avaient cru les premiers en leur connexion, et un groupe soigneusement sélectionné de nobles dont le soutien s'était avéré sincère plutôt que simplement politique, et la chapelle se remplit de la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait à travers les vitraux représentant des saints et des anges, et Elara portait une robe de soie ivoire qui lui allait bien mieux que la création élaborée que les couturières de la cour avaient initialement proposée, ses cheveux sombres couronnés de roses tardives des jardins du palais, et le duc se tenait à ses côtés sans son masque pour la première fois lors d'une cérémonie publique. Son visage balafré visible pour tous ceux qui assistaient, et lorsqu'il prononça ses vœux, sa voix portait le poids de promesses gagnées par la patience plutôt qu'assumées par le privilège, et les réponses d'Elara
résonnèrent claires et certaines, et il y eut des larmes parmi les témoins, mais c'étaient des larmes d'émotion sincère, plutôt que de performance sociale. Et après la cérémonie, il y eut une modeste célébration dans les jardins du palais, où des tables avaient été dressées sous des arbres qui commençaient déjà à perdre leurs feuilles, et des musiciens jouaient doucement, et Elara se déplaçait parmi les invités avec une grâce qui n'avait rien à voir avec une formation noble et tout à voir avec la dignité tranquille qu'elle avait toujours possédée, et les invités observateurs remarquèrent que, bien qu'elle ait été transformée de servante en duchesse, elle avait conservé quelque chose d'essentiel en elle-même, un ancrage que ni la soie ni les bijoux ne pouvaient altérer, et dans les semaines et les mois qui suivirent, cette qualité essentielle devint sa caractéristique déterminante alors qu'elle apprenait à naviguer dans les complexités de sa nouvelle position, car elle refusa de simplement orner la vie du duc, mais se rendit utile de manières qui déconcertèrent et irritèrent parfois les courtisans établis. Elle passait ses matinées dans les jardins du palais à travailler aux côtés des jardiniers, les mains dans la terre. Elle visitait régulièrement les quartiers des serviteurs et plaidait pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle assistait aux audiences du duc et offrait des perspectives façonnées par ses années d'observation d'en bas, et lentement, elle acquit une réputation non pas comme la servante qui avait épousé au-dessus de sa condition, mais comme une femme d'une sagesse authentique et d'une compassion pratique, et le duc s'épanouit sous son influence d'une manière qui étonna ceux qui l'avaient connu auparavant, car il commença à se déplacer dans le palais sans l'armure de son masque, acceptant les regards et les chuchotements de ceux qui n'étaient pas encore habitués à son visage balafré, avec une dignité née du regard inébranlable d'Elara, et il découvrit que son acceptation lui avait donné la permission de s'accepter lui-même, que sa capacité à voir la beauté dans son entièreté lui avait appris à reconnaître sa propre valeur au-delà des blessures qu'il portait, et il apprit à rire de nouveau, à s'engager avec le monde sans la barrière d'argent qui l'avait séparé de toute connexion sincère pendant tant d'années, et les soirs tranquilles, ils se retiraient dans leurs appartements privés, et il la regardait se brosser les cheveux devant le miroir, et parfois elle croisait son regard dans le reflet et souriait. Et dans ces moments, il comprenait que la guérison n'était pas l'effacement des cicatrices, mais leur intégration dans une vie vécue pleinement malgré et à cause de tout ce qui avait précédé. 5 ans passèrent comme les pages d'un livre bien-aimé, chaque saison ajoutant son propre chapitre à l'histoire qui avait commencé dans une froide bottière avec du cuir boueux et un espoir prudent, et le palais qui avait autrefois ressemblé à un mausolée d'isolement résonnait maintenant de vie et de rire, transformé non par de grandes rénovations, mais par la subtile alchimie d'un bonheur authentique qui semblait s'infiltrer dans les pierres mêmes et éclairer même les plus anciens couloirs. Et le duc, qui s'était autrefois caché derrière l'argent, et l'ombre se déplaçait maintenant dans ses domaines avec une aisance qui étonnait ceux qui se souvenaient du reclus masqué des années précédentes, car il était devenu un homme respecté, non pour son titre ou craint pour son apparence, mais apprécié pour la sagesse qu'il apportait au conseil et la justice avec laquelle il administrait ses terres. Et son visage balafré était simplement devenu son visage, remarquable seulement pour les étrangers, tandis que ceux qui le connaissaient voyaient au-delà de la chair endommagée l'intelligence réfléchie dans ses yeux gris et l'humour doux qui jouait au coin de sa bouche quand ses enfants le faisaient rire. Et oui, il y avait des enfants maintenant, 2 d'entre eux avec un 3e attendu avant l'hiver, et ils remplissaient le palais du chaos particulier que seuls les petits humains peuvent générer, leurs voix résonnant dans des salles qui avaient été silencieuses trop longtemps, leurs petits pieds trottinant sur des sols qui n'avaient autrefois connu que le pas mesuré des serviteurs et les allées et venues solitaires d'un duc isolé. Et l'aînée était une fille de 4 ans nommée Catherine, qui avait hérité des yeux gris de son père et de l'observation tranquille de sa mère, et elle adorait son père avec la dévotion simple d'un enfant qui n'avait jamais connu une époque où ses cicatrices
était quelque chose à craindre ou à plaindre, car pour elle, elle faisait simplement partie de lui, comme le timbre profond de sa voix, ou la façon dont ses mains pouvaient être douces quand il lui tressait les cheveux, ou fermes quand il la soulevait sur ses épaules, et en cet après-midi d'automne particulier, elle avait découvert les bottes de son père dans le hall d'entrée, où il les avait laissées, après avoir chevauché à travers le domaine, et avec la détermination caractéristique des petits-enfants qui ont décidé d'une ligne de conduite, elle les avait traînés sur le sol de marbre, laissant une traînée de tapis déplacés et attirant l'attention de plusieurs serviteurs amusés, jusqu'à ce qu'elle atteigne la petite pièce, qui avait autrefois été simplement une bottière, mais qui avait été préservée comme une sorte de sanctuaire au début de ses parents. Et là, elle trouva sa mère déjà présente, car Elara venait encore parfois dans cette pièce quand elle avait besoin de réfléchir ou de se souvenir de la jeune fille qu'elle avait été avant que la soie et les titres ne compliquent sa vie. Et Catherine annonça avec un grand sérieux que les bottes de papa étaient sales et avaient besoin d'être nettoyées. Et si maman pouvait lui apprendre la bonne manière parce qu'elle était une grande fille maintenant, et que les grandes filles devaient savoir comment prendre soin des choses importantes, et Elara sentit son cœur se contracter avec cette douleur particulière de la joie mêlée au souvenir, en regardant le visage sérieux de sa fille, puis les bottes qui étaient en effet boueuses de la chevauchée du matin, et elle s'agenouilla à côté de Catherine et lui montra comment tenir la brosse, comment faire pénétrer l'huile dans le cuir avec des mouvements circulaires, comment prêter attention aux coutures où la saleté s'accumulait, et tandis qu'elles travaillaient ensemble, les petites mains de Catherine guidées par celles plus expérimentées d'Elara, le duc apparut dans l'embrasure de la porte. Attiré par les rapports de l'expédition déterminée de sa fille avec les bottes, et il resta à observer sa femme et son enfant penchés sur ses bottes dans la pièce où tout avait commencé, et cette vue le remplit d'un contentement si profond qu'il dut s'arrêter et simplement respirer à travers son intensité, car voici la preuve de la vie qu'il avait construite sur les cendres de l'isolement. Voici la preuve qu'un amour patient et le courage d'être vu pouvaient transformer non seulement des individus, mais des avenirs entiers. Et quand Elara leva les yeux et croisa son regard, elle sourit avec une compréhension qui n'avait pas besoin de mots, car ils savaient tous deux qu'ils regardaient leur fille apprendre plus que le cirage de bottes à ce moment-là. Ils transmettaient un héritage de voir sous les surfaces, de trouver de la valeur dans le travail humble et de comprendre que le soin exprimé par de petites actions constantes signifiait souvent plus que de grands gestes. Et Catherine leva les yeux vers son père avec de l'huile sur les mains et de la fierté dans les yeux, et déclara que ses bottes seraient les plus brillantes de tout le royaume. Et le duc rit et entra dans la pièce pour s'agenouiller à côté de sa fille et de sa femme. Et ensemble, tous les trois achevèrent de la tâche, tandis qu'au-delà des fenêtres de la bottière, le soleil d'automne peignait tout en or et promettait que l'hiver, quand il viendrait, serait chaud des feux de la famille et brillant de la lumière de l'amour qui avait été gagné par la patience et préservé par la grâce. Ce soir-là, après que Catherine eut été mise au lit avec des histoires et des baisers, et que les plus jeunes enfants furent installés dans la nurserie sous la garde attentive de leur nourrice, le duc et Elara retournèrent à la bottière, comme c'était devenu leur coutume les soirs tranquilles, où ils avaient besoin de se reconnecter avec la simplicité de leur début, et ils s'assirent ensemble sur le banc qui avait été ajouté des années auparavant, son bras autour de ses épaules, et sa tête reposant contre l'endroit où son cœur battait, régulier et sûr. Et ils parlèrent, comme ils le faisaient toujours dans cet espace du chemin étrange et merveilleux qui les avait menés de ces premières rencontres craintives à cette soirée de contentement domestique. Et le duc remarqua qu'il se souvenait encore de la terreur qu'il avait ressentie dans ces premiers jours où la bottière avait été sa seule connexion à la gentillesse humaine ordinaire, et où les mains prudentes d'Elara sur ses bottes lui avaient semblé un jugement qui l'attendait chaque jour. Et elle lui rappela
qu'elle avait été tout aussi terrifiée, assignée à servir le monstre de la légende du palais, et découvrant à la place un homme emprisonné par les circonstances et la peur des autres. Et ils parlèrent de la patience nécessaire pour construire la confiance lorsque les deux parties avaient été si profondément blessées par le monde, du courage qu'il avait fallu pour continuer à se présenter jour après jour, saison après saison, sans aucune garantie que les petits gestes et les observations attentives aboutiraient jamais à quelque chose de plus que le devoir d'une servante et la courtoisie d'un noble, et le duc toucha la pièce qu'elle gardait toujours dans un cadre en argent sur la cheminée de leurs appartements privés, la première reconnaissance qu'il lui avait donnée qu'elle était plus que des mains invisibles accomplissant un travail invisible. Et Elara traça la cicatrice le long de sa mâchoire, avec des doigts qui avaient depuis longtemps cartographié chaque marque sur sa peau, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi familière que les traits de son propre visage, et dans la douce lumière de la lampe de la bottière, avec l'odeur du cuir et de l'huile toujours présente après toutes ces années, ils comprirent qu'ils ne se souvenaient pas seulement de leur passé, mais qu'ils l'honoraient comme le fondement de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Et le duc se leva et récupéra ses bottes là où Catherine les avait laissées, maintenant correctement cirées et brillantes, et il les tint un instant, considérant le poids de tout ce qu'elles représentaient avant de les poser soigneusement sur le support. Puis il se tourna vers sa femme, lui prit les mains, et ils se tinrent ensemble dans un silence qui n'exigeait aucun mot, car ils avaient appris il y a longtemps que la communication la plus profonde se produisait souvent dans les espaces entre les paroles. Cher auditeur, peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai partagé cette histoire de bottes, de patience et d'amour qui a grandi dans les endroits les plus improbables. Et c'est parce que nous vivons à une époque qui valorise l'immédiat et l'évident, tout en négligeant les transformations silencieuses qui se produisent lorsque nous osons voir au-delà des surfaces et rester avec ce qui nous met mal à l'aise assez longtemps pour découvrir l'humanité en dessous, car les cicatrices du duc étaient visibles et donc faciles à juger ou à craindre, mais nous portons tous nos propres défigurations cachées sous les masques que nous portons, pour naviguer dans un monde qui valorise trop souvent l'apparence au détriment de la substance et le spectacle au détriment de la sincérité. Et le don d'Elara n'était pas qu'elle était aveugle à ses cicatrices, mais qu'elle a choisi de regarder au-delà d'elle vers l'homme qui existait dans sa complétude, plutôt qu'en dépit de ses blessures. Et en retour, le don du duc pour elle fut de la voir non pas comme une servante définie par sa condition, mais comme une personne entière digne d'être connue, appréciée et aimée, et c'est la leçon profonde que leur histoire offre à chacun de nous, que la véritable vision exige patience et proximité, et une volonté de revenir jour après jour au travail de compréhension d'un autre être humain dans toute sa complexité, que l'amour digne de ce nom n'est pas un coup de foudre de reconnaissance instantanée, mais une lente accumulation de petits moments, d'attention soignée et de présence choisie, même lorsque les circonstances rendent un tel choix difficile ou inopportun, et peut-être plus important encore, que nous attendons tous d'être vraiment vus par quelqu'un qui ne reculera pas devant nos cicatrices, ni ne se détournera de nos dommages, mais qui tracera plutôt les marques que nous portons avec des doigts doux et dira « Oui, je vois tout de vous et vous êtes assez », car c'est en étant pleinement connus et toujours acceptés que nous découvrons notre propre valeur et trouvons le courage d'enlever les masques que nous portons et de vivre authentiquement dans un monde qui exige trop souvent la performance plutôt que la présence. Alors ce soir, alors que vous vous préparez au repos, puissiez-vous considérer les personnes dans votre vie que vous n'avez peut-être vues que superficiellement, et puissiez-vous leur accorder le don d'une attention plus profonde, puissiez-vous avoir le courage d'enlever vos propres masques en présence de ceux qui ont mérité le droit d'être témoins de votre intégrité, puissiez-vous pratiquer la patience dans vos relations, sachant que les relations les plus significatives sont souvent celles qui se développent lentement
à travers des gestes accumulés plutôt que des déclarations spectaculaires, et puissiez-vous avoir confiance qu'il existe quelque part quelqu'un qui regardera tout ce que vous êtes, balafré et entier, endommagé et beau, imparfait et digne, et choisira de rester non pas malgré ce qu'il découvre, mais à cause de cela, car c'est ainsi que nous guérissons individuellement et collectivement, par le simple acte radical de nous voir vraiment les uns les autres et de nous permettre d'être vus en retour. Cette histoire vous est offerte par le coin douillet de Cora, et si elle a touché quelque chose en vous, je vous invite à porter sa leçon dans votre propre vie et vos relations, à pratiquer l'art de la vision patiente qu'Elara a maîtrisé dans une froide bottière pendant 5 longs hivers, et à vous souvenir que l'amour le plus transformateur se trouve souvent non pas dans de grandes salles de bal ou des gestes spectaculaires, mais dans des espaces calmes où 2 personnes osent se montrer leur visage démasqué et découvrent qu'elles sont belles précisément parce qu'elles sont réelles. Que votre repos soit paisible et vos rêves doux, et que vous vous réveilliez demain avec des yeux entraînés à voir sous les surfaces et un cœur assez courageux pour être vu en retour.